Scroller n'est pas dangereux parce que tu y passes du temps. C'est dangereux parce que tu en ressors différent. Pas épuisé, pas choqué, juste légèrement différent. Tu fermes l'application, tu n'as rien appris, rien choisi, mais quelque chose a changé. Ton seuil de tolérance a baissé. Ce qui te suffisait hier te paraît fade maintenant. Ce que tu fais te semble lent. Ce que tu vis paraît en retard. En quelques minutes, tu as vu trop de choses. Trop de réussites, trop d'avis, trop de négatifs, trop de tout. Sans t'en rendre compte, ton cerveau ajuste, il compare, il amplifie le mauvais, il s'aligne à la norme, il s'habitue à être stimulé sans effort. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un choc, c'est une érosion. Et le vrai danger, c'est que tu continues ta journée en croyant être le même, alors que tes attentes, ton énergie et ton rapport à ta vie viennent déjà d'être subtilement rétrécis. En vrai, c'est quoi ta journée type? Au réveil, tu ouvres ton téléphone, pas longtemps, juste pour voir. Une info grave, un contenu drôle, une réussite impressionnante, un conflit. En moins de 5 minutes, ton cerveau a changé de registre 4 fois. Tu te lèves, tu déjeunes, tu travailles. Mais quelque chose cloche, tu n'es jamais vraiment dans ce que tu fais. Tu réponds à un message en pensant à autre chose, tu lances une tâche sans y entrer complètement, tu passes d'une chose à l'autre sans t'installer nulle part. Ce n'est pas de la distraction, c'est une dispersion. À midi, tu recommences à scroller. Pas par ennui, parce que ton attention réclame déjà de la stimulation. Alors le soir, t'es fatigué. Pas physiquement, mentalement. Tu n'as pas vécu une mauvaise journée, tu as vécu une journée hachée. Aucun événement marquant, juste une sensation persistante, celle de ne jamais avoir été pleinement là. On croit que ce phénomène disparaît avec l'habitude, qu'à force, on apprend à le gérer, qu'on devient plus sélectif, plus lucide. Ben, c'est l'inverse. Plus tu utilises ces plateformes, plus elles deviennent transparentes. Au début, tu sens la surcharge. Tu fermes l'application un peu tendue, tu te dis que tu as peut-être trop regardé. Puis ça s'installe. Le malaise ne fait plus de bruit, il devient un fond. Ce ne sont pas les plus naïfs que ça touche le plus, ce sont souvent ceux qui s'informent. Parce que plus tu es impliqué, plus tu t'exposes, et plus tu t'exposes, plus ton cerveau s'adapte. Et quand il s'adapte, il ne se protège pas, il normalise. Ce qui aurait dû t'alerter devient banal, ce qui t'aurait choqué devient attendu, ce qui te fatiguait devient ton état par défaut. Le paradoxe est là. Plus tu avances, moins tu vois le mécanisme agir. Et ce que tu prends pour de la maîtrise est souvent juste une perte de sensibilité. Le scrolling n'est pas un problème d'attention. Ce n'est pas non plus une question de volonté, c'est une habitude d'exposition. Une habitude où ton cerveau encaisse, en continu, des images, des émotions, des avis, sans temps mort, sans tri, sans recul. Pris séparément, chaque contenu est insignifiant. C'est leur enchaînement qui fait le travail. Ton cerveau, il n'a pas le temps de comprendre. Alors il absorbe. Ce mécanisme a un nom simple, c'est l'exposition permanente. Pas le fait d'apprendre, pas le fait de réfléchir, le fait d'être en contact constant avec trop de choses. Et une exposition constante ne te transforme pas d'un coup. Elle déplace tes repères. Ce qui te semblait grave devient normal, ce qui te semblait important devient banal, et ce qui demandait ton attention passe maintenant au second plan. Le scrolling ne décide pas à ta place, il décide ce qui mérite ton énergie. C'est pour ça qu'il est difficile à repérer, il ne te dit pas quoi penser, il change doucement ce qui te touche encore. Scientifiquement, le scrolling, il agit sur un levier précis, la dopamine. La dopamine, c'est pas l'hormone du plaisir. C'est un neurotransmetteur qui motive le cerveau à chercher une récompense, et elle augmente quand la récompense est incertaine. Et devine quoi, c'est exactement la logique du feed. Chaque contenu est une promesse implicite, pas une réponse, une possibilité que le suivant soit plus intéressant, plus intense, plus engageant. Ce mécanisme est connu depuis longtemps en neurosciences. Les récompenses variables maintiennent le cerveau en alerte, augmentent la tension d'attente et retardent la sensation de satiété. Ce n'est pas une hypothèse isolée. Depuis les années 70, une étude menée par l'Université du Michigan, financée par les National Institute of Health américains, suit chaque année entre 40 000 et 50 000 adolescents, soit près de 3 millions de participants cumulés. Les résultats montrent une rupture nette à partir de 2009.
moment précis où les smartphones et les réseaux sociaux deviennent massifs. Entre 2009 et 2017, les symptômes dépressifs augmentent de plus de 50%. Les sentiments persistants de tristesse et de désespoir augmentent de plus de 70%. Et les hospitalisations liées à l'automutilation doublent chez les adolescents. Ces chiffres ne reposent pas sur un sondage ponctuel, ils reposent sur des données réelles, suivies année après année, avec les mêmes indicateurs, les mêmes méthodes et les mêmes cohortes. Ce que ces données montrent, ce n'est pas un choc brutal, c'est une dégradation progressive, diffuse, cumulative. Et le lien observé est cohérent. Un cerveau maintenu dans l'attente permanente devient moins sensible au réel, moins réceptif à ce qui est lent et moins capable de se satisfaire sans stimulation immédiate. Ce que le scrolling installe, ce ne sont pas des opinions, ce sont des biais cognitifs activés en continu. D'abord, la comparaison sociale. Pas une comparaison consciente, une exposition permanente à des trajectoires visibles, accélérées, parfois montées de toutes pièces, qui deviennent la référence implicite. Ensuite, le biais de négativité. Ton cerveau accorde naturellement plus de poids à ce qui inquiète, choque, divise ou alerte qu'à ce qui est neutre ou stable. Dans un flux constant, le négatif ne t'informe pas plus, il s'imprime plus longtemps. Et enfin, le biais de conformité. Ce que tu vois le plus souvent finit par sembler majoritaire, et ce qui semble majoritaire finit par sembler normal. Ces effets ne sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est leur activation simultanée, sans pause, sans hiérarchie, sans contexte. Ils ne te disent pas quoi penser, ils modifient ce que ton cerveau retient. Quand ces effets se combinent, ils ne te ferment pas les possibles, ils font pire. Ils te donnent l'impression que tout est accessible, tout le temps, sans friction, sans durée. Tu vois des résultats, pas les processus. Des arrivées, pas les trajectoires. Des succès condensés, pas les années nécessaires. Le négatif capte ton attention, la comparaison te montre des sommets, et la conformité te fait croire que c'est la norme. Résultat, tu ne perds pas l'ambition, tu perds la notion d'effort long. Ce qui demande du temps paraît anormal, ce qui demande de la répétition paraît suspect, et ce qui demande de la persévérance paraît inefficace. Le piège, c'est pas de te décourager. Le piège, c'est de te faire croire que si ça ne va pas vite, c'est que c'est pas fait pour toi. À force, ce mécanisme produit des effets très concrets. Tu deviens moins capable de rester concentré longtemps, pas parce que tu es distrait, parce que ton cerveau est entraîné à attendre autre chose. Tu passes plus vite à autre chose dès que l'inconfort apparaît, tu changes de direction avant que l'effort ne porte, et tu interromps des trajectoires qui auraient eu besoin de temps pour commencer à donner quelque chose. Les décisions importantes deviennent instables, tu les réévalues sans cesse, tu doutes non pas de leur pertinence, mais de ta capacité à tenir dans le temps. Tu multiplies les tentatives, les débuts, les ajustements, mais peu de choses vont jusqu'au bout. Ce n'est pas un manque d'envie, ce n'est pas un manque d'idées, c'est une érosion de l'endurance mentale. Et cette érosion, elle a un coût précis. Des projets abandonnés trop tôt, des compétences jamais consolidées, des ambitions révisées à la baisse, non pas parce qu'elles étaient irréalistes, mais parce que tu n'as plus la capacité de rester assez longtemps avec elles. Le scrolling ne t'empêche donc pas d'agir, il t'empêche de tenir. Il ne te rend pas passif, il te rend instable. Jour après jour, il entraîne ton cerveau à préférer le changement à la continuité, la stimulation à la construction, l'immédiat à ce qui demande du temps. Rien ne casse brutalement, mais quelque chose s'abîme lentement. Ta capacité à construire une trajectoire qui ne dépend pas d'un flux constant de nouveautés. Tu n'es pas fainéant, tu es juste distrait. Alors la question n'est pas si cette habitude est confortable, ni même si elle est agréable. La question c'est, combien de temps vas-tu laisser cette habitude te distraire de tes objectifs